Common Leaders, Le pouvoir de l'information. la force de la confiance. Bienvenue sur Common Leader, un espace de discussion ouvert à tous les communicants qui souhaitent échanger sur les enjeux de l'information, sur le monde, sur l'univers des marques. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Hellé, docteur en sciences du langage, linguiste passionnée par le traitement automatique de la parole. Carole est aussi consultante en intelligence artificielle, où les défis conversationnels sont au cœur de ses préoccupations. Première question, Carole. Quelle influence l'IA a sur le langage et par extension sur la culture? Bonjour à tous. Eh bien, on commence dans le dur, si j'ose dire, puisque c'est une sacrée question que voici, que je me permettrai de reformuler parce qu'il est bien connu que les linguistes ne répondent jamais aux questions. Reformuler. Non, Vas-y, vas-y. plus gentiment et plus rapidement, tu me parles de langage. Et moi, je vais parler de langue. Alors, je vais juste me permettre ce petit distinguo. Effectivement, l'IA a sûrement une influence sur le langage. Quelle IA? Quels outils d'IA? Je m'acharne à parler d'outils à chaque fois. IA générative ou pas, ça va être aussi ce dont on va discuter aujourd'hui, je pense. Effectivement, on peut penser à l'influence, positive ou négative, parce que quand on dit influence, tout de suite, on a envie de se positionner. Il faut être polarisé. Est-ce qu'on le sera? Moi, peut-être moins que certains articles que je lis en ce moment. Tout a influence sur le langage naturel, sur nos systèmes de communication. Et on va parler ce matin des langues, de la langue. Alors, de la langue écrite, de la langue orale. Est-ce qu'on assiste à une oralisation avec les LMM de la langue française? Est-ce qu'on assiste à une anglicisation de la langue française? C'est-à-dire, est-ce qu'on a franchement tellement de mots anglais qu'on ne sait plus bien quoi faire des nôtres? Ou est-ce que, peut-être de manière plus sioux, on a aussi une structure de phrase qui devient anglaise et moins française? On sait tous très bien, on a tous fait l'expérience, quand on veut traduire quelque chose du français vers une autre langue et particulièrement vers l'anglais, on se retrouve à avoir moins de contenu, le français vers l'anglais. À l'inverse, quand on a de l'anglais, puis quand on veut raconter vraiment ce que dit la phrase anglaise, ben on a tendance à mettre plus de mots français. Alors, est-ce que tout ça continue avec l'IA et plus particulièrement l'IA générative? C'est une bonne question. Ça continue de toute façon. C'est ça d'abord que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, une langue, contrairement au latin, n'est pas une langue morte. Et fort heureusement, le français n'est pas une langue morte. Contrairement à ce que disent certains, le français se porte très bien, merci. Il n'est pas averti que de la mort, mais il bouge. Il bouge parce qu'il y a des locuteurs, parce qu'on bouge, nous, dans nos régions, on bouge dans nos pays, on passe d'un endroit à un autre, on pique les codes d'un groupe plus vieux que nous, on pique les codes d'un groupe plus jeune que nous, parce qu'on discute aussi avec nos enfants ou les enfants de nos voisins. Donc forcément, tout ça, ça bouge. En revanche, est-ce que ça bouge plus vite? À mon avis, elle est là, la question. L'IA et particulièrement l'IA générative, c'est-à-dire ces grands modèles de langage qui produisent des phrases qu'on lit, qu'on utilise, qu'on recopie, parfois sans même relire. Alors, qu'est-ce que ça fait sur nos contenus, sur nos façons d'écrire, sur nos façons de parler? Ta question, je pense, elle est là, et forcément, il y a des choses qui bougent. Est-ce que ça bouge en mieux, en pire, puisque tu me parlais d'influence? Eh bien, c'est à chacun de mesurer ce que ça fait sur sa langue et sur son rapport aux autres. Si je regarde rapidement des choses un peu, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais en général, ça fait plaisir à certains. Effectivement, il y a des fautes, des trucs moches qu'on voit apparaître avec les LMM. On entend beaucoup parler de palier au manque. Je rappelle que palier transitif direct et compagnie le manque. Alors ça, c'est l'exemple préféré de la linguiste. Il y a des exemples un petit peu plus délicats qu'on entend peut-être moins, mais en ce moment, les communicants ont beaucoup envie de partager avec nous et vont nous dire « je vous partage ». Ben non, on ne coupe pas en deux. On partage avec moi. Et il se trouve que les LMM, c'est quoi? C'est un modèle de langage gros, puisqu'on le dit large. Si c'est plus petit, on y reviendra. Et comme il est large, il prend du texte, écrit par nous, écrit par nos pères, écrit par des gens plus anciennement, écrit
tout à fait récemment, écrit par d'autres modèles qui le repiquent. Et donc, on se retrouve avec une espèce de photo. Je parlais hier de Polaroid. Je parle parfois d'infusion, cette photo instantanée du monde et des usages. C'est juste ça. C'est pas autre chose. Quand on utilise un mot anglais dans la com, puisque c'est ton domaine et que je vais me permettre de l'aborder, on l'utilise aussi avec des notions franco-françaises et des éléments de langage qu'on a, nous, de notre langue. Et si on regarde bien, c'est pas tout à fait la traduction du mot anglais originellement. Donc c'est aussi ça, la langue. C'est une concaténation d'images, de sens, de notions qu'on met derrière un mot et qu'on utilise en contexte. Ça sera mon dernier mot par rapport à la culture et par rapport aux langues, le contexte. Un LMM a besoin du contexte pour fonctionner, le contexte de la phrase. On va parler de token. Attention, c'est pas des mots, hein, juste ça, c'est pas des mots, c'est des petits morceaux de choses qui sont discriminantes pour que le système apprenne, mais c'est pas des mots. Et il a besoin, ce système, d'un contexte avec une fenêtre ouverte de tokens autour de lui. Donc forcément, il est dans un lieu, dans un moment, dans un instant, dans une phrase. Et nous, parfois, on sort de ce contexte pour acquérir un autre sens, pour donner un peu de souffle. Et c'est justement parce qu'on est doué pour faire ça que le phénomène de mode avec la langue existe, comme avec les mini-jupes. Ça s'en va et ça revient. Et c'est un peu ça aussi, l'IA et le langage et la culture. Alors, il y a des choses qu'on gagne, il y a des choses qu'on perd. L'important peut-être pour que chacun puisse se comprendre, c'est que l'intelligence artificielle prenne en compte la diversité, l'inclusion, les différents usages, et puis le côté multiculturalisme qui est important si effectivement les marques veulent communiquer à l'international. Effectivement, l'idée c'est d'essayer de ne pas blesser dans l'interaction, de ne pas oublier des gens, de garder quelque chose qui nous permette de ne pas nous ennuyer et de nous endormir au milieu du film. Yann LeCun, qui est chef scientiste de Meta, qui disait que les LMMs ne sont pas l'avenir de l'IA, mais que du coup, et donc il y a une partie finalement produit et une partie plus liée à l'interaction purement humaine. C'est ça pour toi finalement l'enjeu culturel des choses finalement, si tu devais, hein, c'est ça? Tu mets le doigt dessus, vraiment tu mets le doigt dessus. Il y a vraiment ce côté, je disais ce matin encore, justement à travers l'usage de chatbot, où maintenant on dit bot et pas chatbot, parce qu'aujourd'hui, les LMM sont arrivés dans nos quotidiens et permettent à tout un chacun, tous les jours, de manière quotidienne, d'utiliser l'IA et d'avoir le sentiment, je ne dis pas toujours que c'est complètement vrai, d'avoir maîtrise de l'outil. Et puis aujourd'hui, il faut être clair, on s'en fout de comment ça marche. Je le vois de plus en plus, on me demande de moins en moins comment un LMM, un modèle de langage fonctionne, mais comment on peut en tirer le meilleur profit ou comment on peut le mettre à sa sauce ou le mettre à sa coupe. C'est plus ça aujourd'hui les vraies questions. Pour revenir à la tienne, effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est comment on fait pour raison garder et puis garder la main sur ces productions et comment j'ai un peu peur, donc je fais attention et ça rejoint nos problématiques, qu'on passe réellement d'une culture de l'interaction, je te parle à toi, je veux que tu me répondes, et pas toujours dans le sens qui est le mien, parce que c'est ça aussi. On parle de séduction quand on parle linguistique et langage, c'est aussi pour ça que je suis devenue linguiste. Donc on part d'une situation d'interaction à aujourd'hui de la génération, c'est-à-dire je mange tout cru, un contenu qui m'est Et comment je mange tout cru? Est-ce que c'est digeste? Est-ce que ça reste digeste? Est-ce que je suis malade après? Ou est-ce qu'au contraire, j'en redemande parce que c'est comme le sucre et puis c'est trop sucré et que ça me donne envie, mais que je n'arrive pas à satiété? C'est ma problématique à moi aujourd'hui. Les LMM, c'est que c'est pas du neuf. On recycle avec un LMM, on recycle, on infuse. Et donc, on ne fait pas de neuf, c'est pas vrai. On fait une photo qui parfois peut donner un peu d'éclat, mais c'est pas du neuf. Et donc, comment, à travers ce vieux et cette mode, on donne quand même des bribes d'envie de creuser vers du neuf. C'est toute la problématique des communicants, la mienne aussi au quotidien. Mais voilà, comment on lutte contre l'infobésité, comment on crée le petit truc qui donne envie d'aller voir ailleurs. Ces nouveaux usages vont modifier peut-être notre façon de penser. Comment les marques, finalement, vont pouvoir s'adresser à leurs consommateurs, soit de façon différente, parce que l'IA va permettre, au niveau du contenu, des modifications créatives absolument dingues. Comment tu vois les choses?
Alors, il y a 2 choses dans ce que, tu dis et dans, ce que tu me demandes. Il y a le rapport, pardon, au temps. Il y a aussi ça, c'est à quelle vitesse je consomme l'information, qu'est-ce que j'en retire et à quelle vitesse on me propose toujours du contenu Mmh. pas neuf d'un coup, mais du contenu nouveau. Mmh. Mmh. C'est comme le Beaujolais nouveau, cette histoire. S'il y a toujours une bouteille quelque part, mais est-ce qu'elle est bonne à consommer? C'est toute la question. Mmh. Hem et alors le temps, disais-je, et deuxièmement, tout ce qui est, uniformisation parce que comme les sorties sont les mêmes, comme, on prend un peu tous les mêmes données ou les mêmes éléments, est-ce qu'on n'arrive pas à une espèce de pensée commune qui nous pousse pas à tirer le fil pour aller voir plus loin? Les 2 s'interpénètrent, le temps et cette envie de nouveau ou pas. Je pense qu'on est face à, chacun, des sujets qui nous plaisent plus que d'autres et sur des Mmh. sujets qui nous plaisent peut-être un peu moins, bah, on consomme, le commun, Mmh mh. issu du LMM et puis par contre, quand on en a besoin et qu'on creuse, ben, on veut connaître les rapports de force dans cette thématique, on veut connaître les acteurs et là, on a une façon d'interroger, y compris Mmh. aujourd'hui avec des prompts, un Mmh. petit peu différent que par exemple les derniers modèles, les tout derniers, sortis la semaine dernière, nous invitent à prompter plus court et moins long, avec moins d'éléments qui sont mis en branle dans le prompt parce que le fonctionnement lui-même du LMM est un petit peu différent. On oublie, et ça va être mon message ce matin, je prêche non pas pour ma paroisse, mais pour une acculturation au Mmh. phénomène IA générative. Un Mmh. LMM n'est jamais, jamais, jamais tout seul dans sa petite boîte. Et on a en amont des annotations qui ont été faites, ce qui pose la question de la culture. Et il y a aussi ce qu'on appelle les instructions, c'est-à-dire tout l'apparat, alors j'ose pas dire apparat critique parce qu'on n'est pas dans la littérature, mais tout ce qu'il y a autour des LMM pour les interdictions, ce qu'on passe, ce qu'on laisse passer, ce qu'on choisit, ce qu'on autorise au système. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, mais je demande le même prompt au même et les mêmes, j'ai pas tout à fait la même réponse. Bah, évidemment, sinon c'est pas Évidemment. cool. Eh Et oui. puis, dans une liste de bonnes réponses, eh ben, on peut dire au système, tu prends pas toujours la première Mmh. pour créer un petit peu de diversité, pour créer un peu de musique. Donc, le truc à retenir là de mes 3 dernières minutes d'intervention, c'est non, un LMM n'est pas tout seul. Parfois, effectivement, c'est le mot-clé qui sort, entouré plus ou moins d'un contexte brillant. Et nous, comment on fait pour éviter les biais, pour aller interroger C'est ça, c'était ma troisième question en fait. Alors voilà, comment fait-on pour éviter les biais? de manière générale, on va sortir de l'IA générative, de l'intelligence artificielle, c'est de nous proposer un miroir, mon beau miroir. Qui Mmh. suis-je? À quel groupe j'appartiens? Qu'est-ce Mmh. que tu me renvoies de moi et qu'est-ce que j'en accepte? On parle beaucoup, 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 je ne reviendrai pas, il y a des gens qui le font très bien, sur les biais de genre. Mmh. Quel usage des mots épicènes? Mot épicène, c'est quoi? C'est un mot qui est valable au masculin comme au féminin. Quelqu'un d'agréable, vous ne savez pas si c'est un homme ou si c'est une femme, agréable aura toujours la même orthographe et désignera la même chose. Belle et beau, par contre, prennent un masculin et un féminin. Voilà. Donc la différence entre les adjectifs épicènes et les autres, la voici. On va parler des biais de genre avec l'IA. On va parler des stéréotypes d'image. Mmh. Je l'ai déjà dit en traduction, on a toujours le même individu qui a une belle voiture et une femme Mmh. qui a toujours une jolie plastique, parce que l'apprentissage nous fait ressortir cette féminisation de la plastique et cette masculinisation de l'univers automobile. Est-ce qu'on continue là-dedans ou est-ce qu'on trouve tellement ça grotesque parce que les LMM nous les ramènent pleine poire que bah, du Mmh. coup on a envie de lutter contre? Les images générées par des IA génératives bah, sur les femmes, on voit un petit peu les clichés. Moi qui me rase la tête, on en voit assez peu, des femmes Mmh. tête rasée. Mmh. Ou du moins elles n'ont pas ma couleur de peau. Donc on les connaît, les biais. Alors plutôt ce matin que de parler des biais de genre qui sont bien traités, pas assez, mais dont on Qui vont commence à l'être en tout cas, parler ouais. quand même. Parlons des biais d'âge. C'est vrai que, Le nouvel oui, on en LLM parle qui peu. vous génère Oui. un Mmh. petit vieux, il va vraiment vous générer le petit vieux avec la canne, alors que ça ne Mmh. correspond même pas à à la réalité sociétale aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas suffisamment, c'est caricatural, l'IA, Mmh. Mmh. dans ces usages-là. Donc, est-ce qu'on ne prend pas la caricature pour ce qu'elle a de meilleur, de Mmh. façon à justement apporter un peu de nuance? Et la nuance, c'est nous qui allons l'amener, tout simplement. Mmh mh. Même si je reste parfaitement alertée sur Mmh.
le problème de l'infobésité, le problème des fake news, le problème encore plus insidieux, très très bien souligné par des gens comme vous. J'ai encore vu des articles la semaine dernière sur la question d'information où en fait on l'a pas, l'information elle passe sous silence et sous les radars. C'est toute cette problématique-là qu'il faut garder en tête. Effectivement, des IA, je travaille sur le vocal principalement, vous l'aurez compris. Contrefaire ma voix, c'est facile. Contrefaire ma voix avec ma façon de parler, c'est-à-dire les mots que j'utilise, c'est déjà un tout petit peu plus difficile. Ça devient possible avec les LMM. C'est aussi pour ça que moi, au début, les LMM, j'ai dit attention, les arnaques téléphoniques, et ben souvent, c'est assez ridicule parce qu'on contrefait la voix, mais on contrefait mal ce que raconte la personne. Or, moi, j'ai des expressions, comme tout le monde, que j'utilise beaucoup. Si, par exemple, on me dit que c'est ma maman qui appelle et qu'elle n'utilise pas mon surnom, qu'elle est la seule à connaître, eh ben, je vais trouver ça bizarre et je vais me dire que c'est pas ma maman. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui mettent la puce à l'oreille. Le problème dans nos sociétés toujours plus poussées à accélérer et à aller vite, c'est que est-ce qu'on prend le temps du pas de côté, du recul en se disant attends, c'est une petite chose de curieux dans l'image qui m'est proposée. Attention, l'alarme à l'œil reste à l'œil, il ne coule pas. Vous regarderez les IA génératives elle pleure, mais alors avec un truc absolument glamour et de maquillage, de larmes qui restent coincées dans le cil. Je trouve ça sublissime. On a tous et toutes pleuré dans nos vies. On n'arrive jamais à faire ça. Il y a qui te montre un personnage en train de pleurer, triste au dernier degré, mais glamour. Attention, puce à l'oreille, les enfants, il y a un problème. Donc, je fais attention aux fake news, à la diffusion de l'information, à cette rapidité d'images collées les unes après les autres. Mais je me dis aussi que c'est parce que ça devient un poncif, on se dit attention, c'est pénible, et qu'on se regarde la façon dont on le dit, on va chercher, y compris avec des IA, et on va revenir là-dessus par rapport à des modèles de langage, ce que disent réellement les gens, ce qu'ils utilisent comme mots, ce qu'ils utilisent comme expression au quotidien, et on peut se servir de tout ce matériau-là, de toute cette matière-là pour la façonner et la sculpter. Les marques, globalement, grâce à l'IA, peuvent éviter ces biais culturels pour s'adresser en fait à des publics qui sont pas natifs de leur langue, en quelque sorte. Alors, pour le coup, on ne va pas parler d'IA générative, mais on va parler d'IA appliquée au texte et à la parole et de modèles de langage. Alors, on va me dire, elle est cinglée, elle ne veut pas parler de génératif et pourtant, elle parle de modèles de langage. Scoop, un modèle de langage existe depuis plus longtemps que les LMM et que ChatGPT, et un modèle de langage n'est pas forcément génératif. C'est-à-dire que son usage, son utilisation à lui, parfois, quand on en fait un modèle de langage, c'est pas pour faire une nouvelle phrase, pour pondre quelque chose qui n'est pas nouveau mais qui arrive comme ça, mais simplement pour pouvoir capturer l'essence d'un groupe, les usages langagiers, les habitudes de mots, d'expression, etc. Petite parenthèse, quand on fait un système de traduction automatique, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une langue à une autre en utilisant une IA. On va mettre dans ce système un modèle de langage qu'on calcule de la langue cible, c'est-à-dire pas la vôtre, celle que vous voulez atteindre. Pourquoi ? Pour essayer de choper la couleur locale de la langue cible, pour essayer de ne pas être dans du mot à mot un peu moche ou d'une langue mal traduite, un peu poussive, comme on a parfois l'habitude de voir. Et donc, pour ça, on essaye de capturer, d'infuser ce qui fait la substantifique moelle de la langue cible et on met un modèle de langage. Il n'est pas génératif. De toute façon, quand je fais de la reconnaissance de la parole, mon modèle de langage qui est dans le système, il ne génère pas des nouvelles phrases, il essaye d'aider à transformer du son en mots. Donc là, on n'est pas dans du génératif. Et donc, les marques peuvent très bien. Ça coûte moins cher, c'est hyper plus écolo parce qu'on utilise beaucoup moins de données et beaucoup moins d'énergie pour en faire des modèles de langage pour faire cette photo, parce qu'elle ne produit rien, c'est juste une jolie photo dans l'album. Eh bien, les jolies photos dans les albums, vous, les communicants, vous savez les regarder avec un œil suffisamment critique et suffisamment intelligent pour voir les petits détails dans la photo, mettre la loupe au bon endroit. Et les modèles de langage, quand ils ne sont pas génératifs, vous permettent de capturer des cultures et de les confronter et d'en retirer le petit détail qui sera sur les podiums et sur le catalogue
la saison prochaine. Carole, l'IA est-elle compatible à nos objectifs législatifs de RSE et selon toi, l'IA sera-t-elle bientôt contrainte à plus d'éthique et à une utilisation raisonnée des ressources? Essayons plutôt de réfléchir aux produits, à la destination de ce pourquoi on utilise les outils d'IA, de ce pour qui on utilise les outils d'IA, et en ayant en tête ce panorama-là, on peut être brillant et on est de nous-mêmes parcimonieux parce qu'on veut le résultat, parce qu'on veut qu'il soit ciselé. Je pense que c'est le maître mot. Et que comme on ne fonce pas dans le tas et qu'on réfléchit à pour qui, pourquoi, eh bien, on se met à retrouver des modèles de langage qui sont non génératifs, des algorithmes de classification qui ont le bon goût de faire leur boulot à moins d'énergie. Rien n'interdit derrière d'utiliser des LMM pour pouvoir mettre en musique tout ça si les résultats sont bons et si on a envie de cette génération-là, mais il faut du pour qui, pourquoi. Il ne faut pas s'interdire l'exploration dans les milieux médicaux. On sait très bien que quand on explore pour un sujet, on arrive à découvrir des tas de choses qui ne correspondent pas forcément à notre problématique, mais qui sont utiles aux voisins. Donc on passe aux voisins. Mais voilà, c'est toute cette palette, en fait. Projet, cette organisation. La linguiste est psychorigide, elle aime bien quand les choses sont organisées. C'est parce qu'elles sont organisées que justement de nous-mêmes, on se pose la question du pour qui, pourquoi. Attention aux dépenses d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est très très bien de vouloir faire en sorte qu'on communique mieux les uns les autres. Attention parfois à ne pas sortir les engins lourds pour des choses où on aurait besoin de faire de la broderie et où certains éléments pourraient être un petit peu plus parcimonieux, moins tonitruant pour justement faciliter la communication. Privilégions peut-être l'évaluation des résultats pour mieux discuter entre nous avant de tout de suite vouloir mettre des gros outils pour aller plus vite. Parfois, on s'acharne pour de la séduction, pour de l'interaction, à vouloir mettre un peu de nouveauté. On est vraiment un vrai être humain et tout à chacun on est différent, oscillant entre paresse quotidienne et envie de lutte contre l'ennui, de curiosité et d'innovation. Et donc, il y a des domaines qui nous passionnent, donc on va aller creuser, d'autres qui nous ennuient davantage, donc on creuse moins et ChatGPT répond à notre besoin. Absolument. Voilà. Et c'est dans cette diversité-là et dans cette oscillation-là entre paresse et réponse à cette paresse et envie de lutter contre l'ennui, parce que quand même, les jours raccourcissent et il pleut, donc il faut bien s'occuper, qu'il va falloir creuser. Carole, merci infiniment pour toutes tes réponses et ton côté positif finalement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Merci Carole. Merci. Très vite. Bye bye.